Est-ce que vous vous rappelez de ce moment ? S'il nous a tous autant marqué, c'est d'une part parce qu'il est exceptionnel, mais c'est aussi parce que si vous demandez à n'importe qui quel est son style de catcheur préféré, il y a 90% de chances que sa réponse soit les catcheurs aériens. En même temps, avec les mouvements ultra impressionnants que ces catcheurs-là sont capables de sortir, c'est pas étonnant qu'ils nous marquent autant, et même s'ils ne sont généralement pas champions du monde ou au sommet de l'entreprise, ils restent ultra appréciés par le public. Du coup, quand en 2008 on est en pleine génération catch attack et qu'on découvre à la WWE un nouveau catcheur avec un style très aérien, peut-être même plus aérien que tous les catcheurs qu'on a vus jusqu'à présent et qui nous épate avec des mouvements qu'en tant que jeune fan de catch on n'a absolument jamais vu, évidemment on est conquis. Malheureusement, si le destin de ce catcheur semblait extrêmement prometteur et qu'il a réussi à obtenir directement le soutien des fans, son parcours à la WWE a été majoritairement un échec et à cause de ses blessures, il quittera l'entreprise moins de 5 ans après ses débuts pour continuer une grande carrière dans d'autres promotions de catch. Vous l'aurez compris, il est l'heure de revenir ensemble sur l'échec et l'avenir de l'homme qui nous a tous fait nous lever de notre siège pendant la génération NT1, le très grand Evan Bourne. Puisqu'aujourd'hui on se concentre majoritairement sur son parcours à la WWE, je vais pas prendre le temps de détailler les années passées sur le circuit indépendant par celui qui se faisait appeler Matt Sydal à l'époque, mais c'est quand même important de mentionner qu'en 2008, quand il débute avec la WWE, il a déjà derrière lui de nombreuses années de catch. Il débute sa carrière dans le catch dans les années 2000 alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années et il découvre très rapidement qu'il a clairement un don pour la discipline. Il est capable de manœuvres aériennes impressionnantes, il vend bien les prises et se débrouille très bien dans le ring à tous les niveaux, bref, le gars est clairement fait pour ça. C'est donc après 7 ans à catcher pour des promotions connues mondialement comme la ROH ou la TNA, dans lesquelles il fera notamment la connaissance de grands noms du catch comme AJ Styles, et où il remportera également quelques titres de champion, que l'homme qu'on connaît sous le nom de Evan Bourne signe un contrat de développement avec la WWE. Globalement, pour expliquer ce qu'est un contrat de développement, en fait il n'apparaît pas aux écrans des émissions classiques qu'on connaît tous, c'est-à-dire Raw, SmackDown ou même la ECW à l'époque, mais il catch en fait du côté de la OVW et de la FCW pour continuer à se former et faire ses preuves pour convaincre les officiels. Vous vous en doutez, avec autant de talent, il ne lui faudra pas longtemps pour convaincre les dirigeants de l'amener plus loin, et dès l'été 2008, il débarque officiellement à la télévision du côté de la ECW. On arrive donc à l'épisode du 3 juin 2008 où les fans découvrent un certain Matt Sydal, parce que oui, le changement de nom en Evan Bourne n'était pas encore arrivé, qui affronte ce soir-là Shelton Benjamin et sur lequel on ne met pas une si grande emphase que ça. Non, parce que ce soir-là, il n'a même pas d'entrée, et même s'il sort une très belle performance pendant le match, que ce soit pendant ses quelques offenses où il peut montrer quelques belles prises de son arsenal, ou dans les phases de domination de son adversaire pendant lesquelles il montre son immense talent pour vendre les prises, il finit quand même par perdre le match par décompte à l'extérieur, après avoir été lancé sur Kofi Kingston, faisant alors de ses débuts à la télé un moment un peu décevant. Mais vous le savez, à la WWE, les défaites et les victoires n'ont pas tant d'importance. Là, ce qui comptait, c'est qu'on avait un nouveau catcheur qui avait l'occasion de se montrer et d'exposer son talent, et c'est ça qui va lui permettre de se lancer. Et justement, pour se lancer, Evan Bourne revient dès la semaine suivante, cette fois-ci avec ce nouveau nom, pour faire équipe avec Kofi Kingston et affronter Shelton Benjamin et Mike Knox. Alors Mike Knox, c'est un tout autre spécimen, qui lui pour le coup a été un flop total, donc c'est une histoire dont on parlera une autre fois, mais en ce qui concerne Evan Bourne, ce match va non seulement lui permettre de briller encore plus en montrant ses prises impressionnantes, d'obtenir sa première victoire à la WWE, mais surtout de recevoir énormément de réactions positives de la part des fans. Il faut comprendre qu'à l'époque, la ECW c'est vraiment le troisième show de la WWE. Les épisodes sont généralement tournés avant ou après les émissions de SmackDown, et donc le public présent n'est clairement pas là pour la ECW, et généralement ils sont un peu mous. Non vraiment, je vous invite à aller voir le coffre à catch avec Christophe Ajus et Ishtu sur la chaîne de l'univers d'Ajus pour comprendre à quel point cette époque de la ECW était compliquée, mais pour revenir sur Evan Bourne, ça montre très bien à quel point le gars était ultra impressionnant. En quelques mouvements, il arrive à faire lever un public qui vraiment de base est pas motivé, et les fans sont très heureux quand il surprend Mike Knox avec un dropkick du haut de la 3ème corde pour la victoire. Bref, en seulement 2 apparitions, Evan Bourne s'est mis le public dans la poche. Mais vous allez voir que c'était très loin d'être fini pour lui. Dès la semaine suivante, Bourne est de retour cette fois-ci contre Matt Striker, et dans un match très court, il expose une fois de plus tout son talent et régale surtout les fans avec la première apparition de son finisher, le Shooting Star Press. Alors en ce qui me concerne, à l'époque, avec Evan Bourne, c'était la première fois que je voyais cette prise, et j'imagine que c'était aussi le cas de beaucoup de jeunes à ce moment-là. Mais en vrai, au-delà de ça, il avait une manière de placer la prise qui était tellement parfaite que ça impressionnait absolument tout le monde. Même les gens qui suivaient déjà le catch depuis des années reconnaissaient à l'époque que le Shooting Star Press de Evan Bourne était absolument parfait et toujours ultra fluide et bien exécuté, et le jeune catcheur va donc continuer à apparaître régulièrement à la ECW pour régaler la foule et faire se lever tout le monde avec cette incroyable prise de finition. Parce que oui, après son match contre Matt Striker, Bourne est attaqué par Mike Knox et il tente donc de se venger la semaine suivante, mais il subit là sa première défaite par tombée, ce qui certes le rend vulnérable,
vulnérable mais ne réduit clairement pas sa popularité auprès des fans. Cette popularité justement ne va cesser d'augmenter puisqu'après cette petite défaite contre Mike Knox, Evan Bourne ne fait que gagner, enchaînant les victoires autant en solo qu'en équipe, et l'été 2008 va clairement lui permettre de s'établir comme un catcheur très prometteur, à tel point que lors de l'épisode du 8 septembre de Raw, Evan Bourne fait enfin ses débuts dans un show principal à la WWE. Il fait ce soir-là équipe avec le légendaire Rey Mysterio, ce qui prouve encore que la WWE veut le mettre en avant aux côtés d'un grand nom du catch, et les deux hommes viennent à bout de deux anciens champions par équipe grâce à un magnifique shooting star press de Evan Bourne après un très bon match assez disputé. Ce match était du coup l'occasion pour moi et pour beaucoup de découvrir Evan Bourne, parce que je sais pas pour vous, mais à l'époque je regardais pas la ECW étonnamment, et bien sûr j'ai immédiatement été convaincu des premières apparitions à Raw de ce catcheur ultra talentueux. Après ce petit passage du côté de Raw, Evan Bourne revient à la ECW pendant quelques temps, mais il catch une fois de plus dans le show rouge lors de l'épisode du 22 septembre pour affronter Kane, le rival de Rey Mysterio à l'époque. Franchement, ce match est très cool parce que même si finalement Evan Bourne perd le match, il a quand même de très bonnes offenses et il arrive à surprendre un catcheur expérimenté comme Kane, ce qui contribue encore plus à ce que les fans l'apprécient. D'ailleurs, finalement, le fait de perdre, c'est plutôt aussi une bonne chose, je pense, parce que Bourne, en plus de régaler pendant tout le match avec notamment un magnifique moonsault à l'extérieur, il montre qu'il n'est encore qu'un underdog contre des gros monstres comme Kane et ça lui permet de recevoir encore plus le soutien de la part des fans. Suite à ça et à une autre apparition à Raw la semaine suivante, Bourne se dirige encore du côté de la ECW où il va se lancer dans la course au titre de champion et où il va encore une fois prouver qu'il est là-bas le catcheur le plus apprécié par le public, puisque lors de Cyber Sunday 2008, alors que les fans peuvent choisir l'adversaire de Matt Hardy pour le titre de champion, c'est Evan Bourne qui sera choisi quasiment à l'unanimité à la place de Finlay et de Mark Henry qui pourtant était le rival de Matt Hardy à l'époque. Bourne fait alors ce soir-là sa première apparition en pay-per-view avec directement un match pour un titre, l'occasion pour lui une fois de plus de faire une très bonne impression avec de magnifiques offenses et surtout une manière de vendre les prises qui était juste excellente. Franchement, je trouve que Evan Bourne est trop rarement mentionné dans les meilleurs vendeurs à la WWE et c'est sûrement dû à la trop courte durée de sa carrière là-bas, mais franchement, je trouve qu'à chaque fois qu'il prend une prise, t'as l'impression qu'il subit un accident de voiture et c'est juste génial. Malgré tout ça, même s'il passe à de nombreuses reprises très proches de créer l'exploit sous l'ovation des fans, Evan Bourne se fait contrer son shooting star press et déguste un twist of fate de nulle part, perdant un excellent match mais passant très proche de son premier titre à la WWE et régalant une fois de plus tous les fans. Suite à cette incroyable performance, Evan Bourne enchaîne dès le lendemain avec un match à Raw contre Rey Mysterio, et là pour le coup, s'il n'avait pas encore convaincu tout le monde, cet affrontement va littéralement le propulser au sommet. Ce match est vraiment l'un des meilleurs que j'ai vu dans un épisode de Raw à l'époque. Je vous conseille de prendre une petite dizaine de minutes pour aller le voir si vous ne connaissez pas Evan Bourne ou si vous ne vous rappelez juste plus de ses capacités dans le ring, parce que c'est vraiment un excellent match. En plus, la foule est plutôt du côté de Evan Bourne encore une fois, alors qu'il affronte quand même Rey Mysterio, donc c'est vous dire sa popularité, et les deux hommes combinent tellement bien, c'est juste parfait. Je pense que ce match a répondu à tous les doutes que les gens pouvaient avoir vis-à-vis d'Evan Bourne, et tout ça annonçait alors qu'il avait un futur brillant à la WWE. Même s'il perd ce match, Evan Bourne a fait ses preuves pour de bon, et tout le monde attend de voir ce que l'avenir lui réserve, mais l'épisode de la ECW du 28 octobre va immédiatement mettre un terme à toute ambition. Si on suppose que ce match marque l'une de ses dernières apparitions à la ECW au vu de ses incroyables performances du côté de Raw, Evan Bourne déroule dans son match par équipe contre Chavo Guerrero, Mark Henry et Bam Neely, mais alors que celui-ci est à l'extérieur, Bourne prend appui sur les cordes pour se jeter sur lui, mais subit alors une terrible chute. Franchement, ces images sont hyper dures à regarder, d'autant qu'après cette chute, Evan Bourne va continuer à catcher pendant de longues minutes, pendant lesquelles il va énormément subir, notamment sur sa cheville, et après avoir enfin réussi à faire le changement, Bourne va pouvoir quitter le ring pour faire examiner sa blessure. Malheureusement, si on espérait que c'était rien de grave, la nouvelle tombera dès la semaine suivante à la ECW. Evan Bourne a subi sur cette chute une déchirure partielle d'un ligament dans sa cheville, et il doit alors disparaître des écrans pendant de nombreux mois. Pendant son absence, il gagne tout de même le Slammy Awards pour la meilleure prise de finition de l'année, ce qui est amplement mérité, mais à cause de sa blessure, il ne se présentera pas pour récupérer son prix et c'est Mike Knox qui viendra à sa place pour construire une rivalité entre les deux. Bon, finalement la rivalité n'aura jamais réellement lieu puisqu'à son retour en mars, Evan Bourne revient bien du côté de la ECW mais il ne se confronte pas à Knox et au lieu de ça, sous l'ovation de la foule, le voltigeur vient à bout de Jamie Noble avec son magnifique shooting star press pour essayer de se relancer. Après ce petit contretemps causé par cette blessure arrivée au pire moment, Evan Bourne peut alors reprendre là où il s'était arrêté et il passe donc la première moitié de l'année 2009 à catcher à la ECW où il remporte là-bas l'immense majorité de ses matchs pour continuer de recevoir le soutien des fans, et il reprend bien là où il s'est arrêté puisqu'au mois de juin il est officiellement drafté à Raw pour lancer son aventure dans le roster principal. Cette fois-ci à 100% et prêt à prouver à tout le monde ce qu'il vaut, Evan Bourne continue à enchaîner les victoires dans le show rouge malgré une petite défaite contre le Big Show, et lors du Raw du 27 juillet, il débarque avec une nouvelle musique d'entrée qui résonnait en permanence dans mes oreilles dans SmackDown vs Raw 2011. Ce soir-là, il bat Jack Swagger à la surprise générale, ce qui va lancer une courte rivalité entre les deux, mais de manière générale, pendant toute la fin de l'année 2009, Bourne reste en milieu de carte, essayant
petit à petit de faire ses preuves pour aller chercher pourquoi pas un titre mineur. Justement, il obtient enfin une chance au titre des États-Unis détenu par le Miz en novembre, mais malheureusement il ne parvient pas à créer l'exploit et après s'être lancé en rivalité contre Jack Swagger, il participe à son deuxième pay-per-view en tant que membre de la Team Morrison au Survivor Series 2009. Bon, malheureusement cette apparition n'est à nouveau pas couronnée de succès, même si Bourne continue d'épater les fans avec ses manœuvres toujours impressionnantes, et il clôture l'année 2009 en s'associant à divers catcheurs pour faire face à la Legacy, perdant à de nombreuses reprises, notamment aux côtés de Primo, Kofi Kingston ou encore Mark Henry. Pour attaquer l'année 2010, Evan Bourne fait un petit retour du côté de la ECW pour essayer de se relancer là-bas dans la course au titre, mais il échoue encore et il se fait ensuite détruire par le champion de la WWE Sheamus lors du Raw du 18 janvier, revenant alors dans une période difficile. Jusque là on voit clairement que la blessure de Evan Bourne a mis un énorme frein à sa progression parce qu'il était clairement en train de grandir à la ECW et que ses apparitions à Raw semblaient mener vers un futur prometteur, mais depuis son retour les choses sont assez différentes. Il participe au Royal Rumble match en deuxième position contre Dolph Ziggler mais se fait éliminer très rapidement par le troisième entrant CM Punk. Il est rétrogradé à Superstars, un show tourné avant les épisodes de SmackDown n'est clairement pas important, mais il ne lâche clairement pas l'affaire et se reprend très bien puisque lors du Raw du 8 mars, il bat William Regal pour se qualifier pour le prestigieux Money in the Bank Ladder Match à WrestleMania. Cette occasion est immense pour Evan Bourne parce que sa seule apparition à WrestleMania pour l'instant c'était dans le pré-show de l'édition précédente en tant que bûcheron, donc même pas dans le ring, et il a donc grâce à cette opportunité la chance non seulement de catcher à WrestleMania, mais en plus peut-être la chance de remporter la mallette Money in the Bank lui offrant un match de championnat quand il veut. Bourne débarque donc à WrestleMania 26 devant cet immense stade pour la première fois de sa carrière dans un moment certainement extrêmement important pour lui à l'époque, et en vrai il faisait partie de mes favoris pour remporter ce match. Alors ok, c'était très peu probable au vu de ses récentes performances et du fait qu'il n'avait visiblement pas le soutien des officiels, mais arrivé à WrestleMania 26, j'étais vraiment partagé entre lui, Christian et Drew McIntyre pour aller chercher la mallette. Bon, malheureusement, comment vous dire qu'au final c'est Jack Swagger qui ira chercher la mallette ce soir-là, et même si Bourne nous sort un excellent shooting star press du haut d'une échelle, il échoue sur la plus grande scène du monde et revient alors dans des histoires moins intéressantes. Et en fait, en disant ça, je me rends compte que c'est même pas tout à fait vrai, parce que si on remarque un point commun entre tous les catcheurs dont on a retracé la carrière à la WWE, autant ceux qui ont réussi que ceux qui ont échoué, c'est qu'ils avaient régulièrement des histoires et des rivalités. Oui, l'histoire de Sin Cara contre son sosie démoniaque, c'était peut-être pas la plus incroyable de tous les temps, mais ça restait quand même une rivalité et ça occupait Sin Cara à l'époque. Malheureusement, on peut pas en dire autant pour Bourne à ce moment-là. En fait, malgré tout son talent dans le ring et les réactions positives de la foule, on a l'impression que la WWE ne savait pas trop quoi en faire à l'époque, et du coup, il apparaît régulièrement dans des matchs qui n'ont pas réellement de fond et se contente juste de s'insérer dans d'autres rivalités. Par exemple, en mai 2010, il s'insère dans la rivalité autour du titre de la WWE en s'associant avec John Cena dans un match par équipe lors du Raw du 31 mai, et il se lance ensuite dans une très brève rivalité avec Chris Jericho qui lui permet simplement d'avoir un match à Fatal 4-Way. Oui, parce qu'un jour il va vraiment falloir qu'on parle de la malédiction que c'est de faire équipe avec John Cena à la WWE, parce que des noms qui ont fait équipe avec lui et qui ont échoué juste après, je peux vous en citer pas mal. Non mais vraiment, déjà dans la vidéo de Sin Cara, on avait parlé du fait qu'il avait reçu l'approbation de Cena dans un match par équipe. Là, on a la même chose pour Evan Bourne. En 2007, on a l'exemple de Bobby Lashley. Alors ok, depuis il est revenu et il s'est relancé, mais à l'époque il avait très vite disparu. On a également eu le coup avec Zack Ryder en 2011. Bref, si jamais un jour vous êtes catcheur et qu'on vous propose de faire équipe avec John Cena, dites non. Bon, malgré ça, pour revenir à Evan Bourne, il arrive quand même à battre Jericho lors de Fatal 4-Way, ce qui est quand même un très bon point pour lui, puisqu'il obtient une victoire sur un catcheur très établi, et même s'il perd la revanche le lendemain, il va avoir l'occasion de se relancer avec un moment exceptionnel dans les semaines à venir. Vous l'attendiez tous, j'imagine, et on y arrive, les événements du Raw du 12 juillet 2010. La semaine passée, Evan Bourne a fait équipe avec Randy Orton, et les deux natifs de Saint-Louis sont repartis avec la victoire grâce à un magnifique shooting star press, mais alors qu'il était en pleine célébration de la victoire, le jeune voltigeur a dégusté un RKO de nulle part en guise de rappel que Randy Orton fait toujours cavalier seul. Jusque là, rien d'incroyable ou d'anormal, d'autant que les deux hommes sont qualifiés pour le Money in the Bank match dans quelques semaines, et justement, Randy Orton affronte lors du Raw du 12 juillet un autre participant au match que vous connaissez tous, un certain Edge. Ce dernier arrive à bout de Randy Orton grâce à une distraction de Jericho qui s'en prend immédiatement à Edge pour lui faire payer son abandon de la semaine passée, mais qui déguste aussitôt un RKO de Orton qui rappelle à tout le monde qui est le patron. Encore une fois, tout est plutôt normal et classique à l'approche de Money in the Bank, mais soudain, Evan Bourne surgit de nulle part et se venge en envoyant un coup de pied dans le crâne de Randy Orton pour faire chuter la vipère au sol. Et là, pour ne pas vous gâcher le plaisir, je vais vous laisser avec ces images qui ont marqué notre enfance. Et oui, vous vous en souvenez tous, c'est l'un des RKO les plus mythiques de l'histoire, celui qu'on a tous regardé en boucle sur YouTube à l'époque, le Shooting Star Press contré en RKO. Franchement, c'est un moment de fou qui est tellement stylé, autant pour Orton que pour Bourne, qui entre grâce à ça dans l'histoire, et quand on sait que les deux mecs ont sorti ça en direct sans jamais ne l'avoir répété, ça force encore plus le respect. Dites-vous que là, ça fait environ 2 ans qu'Evan Bourne a commencé à la WWE, et même si jusqu'à présent il n'a pas de grande rivalité ni de titre de champion à son actif, il est quand même dans le ring avec de grands noms établis à la WWE, et en plus, il vient de rentrer
rentrer dans l'histoire avec ce segment. Malheureusement, si à l'époque on était nombreux à l'adorer et que chaque semaine on espérait voir une nouvelle dinguerie, ce moment du RKO de nulle part n'a pas beaucoup aidé Evan Bourne dans sa carrière. Il échoue suite à ça dans le Money in the Bank et fait brièvement équipe avec Mark Henry un peu plus tard dans l'année, mais leur association n'ira pas bien loin puisqu'après seulement 3 matchs ensemble, Bourne subira une attaque de CM Punk pour justifier un éloignement des rings, le temps de soigner une réelle blessure. Bourne subit alors un deuxième coup dur dans sa carrière à la WWE puisqu'il doit encore s'absenter pour cause de blessures, et même si cette fois-ci son retour sera plus glorieux que son précédent, on va voir que ses blessures vont en partie lui coûter sa carrière à la WWE. À son retour début 2011, Bourne enchaîne encore les matchs peu importants et très courts pendant les épisodes de Raw. Il se lance quelques mois après en rivalité avec Jack Swagger pour mener un match à l'excellent Capital Punishment, mais si cette rivalité n'est pas en soi très importante, elle permet quand même l'association de Bourne et Kofi Kingston lors du Raw du 13 juin 2011 qui allait bientôt avoir une grande importance. Une fois débarrassé de sa rivalité contre Jack Swagger, Evan Bourne tente encore de remporter la mallette Money in the Bank, et bien qu'il échoue de nouveau, Bourne n'allait pas tarder à toucher de l'or. Aux côtés de Kofi Kingston, il bat les champions par équipe David Otunga et Michael McGillicuddy dans un match où les titres ne sont pas en jeu lors du Raw du 15 août, et ils obtiennent alors un match de championnat dès la semaine suivante. À la surprise générale et après un match dans lequel Bourne et Kingston montrent encore une fois qu'ils fonctionnent hyper bien en équipe avec leur style aérien, Evan Bourne réussit à placer son Shooting Star Press sur David Otunga et le couvre pour remporter son premier titre à la WWE, devenant alors pour la première fois champion par équipe aux côtés de Kofi Kingston. Franchement, c'était ultra surprenant de voir une équipe sortir un petit peu de nulle part et aller chercher les titres, mais c'était très cool, d'autant que Kingston et Bourne vont directement sonder les fans pour trouver le nom de leur équipe, et ils deviendront donc officiellement Air Boom dès la semaine suivante pour enfin former une vraie équipe. N'hésitez d'ailleurs pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensiez vous de Air Boom à l'époque, mais personnellement j'aimais beaucoup l'équipe, et surtout en regardant ça aujourd'hui, ça me fait me rendre compte qu'en fait 3 ans après ses débuts, Evan Bourne a grâce à cette équipe enfin de vraies histoires et de vraies raisons d'apparaître à la télé. Parce que oui, bien sûr, moi aussi j'étais très content de voir chaque semaine sortir des folies pendant ces matchs, mais soyons honnêtes, avec aucune réelle rivalité et histoire, c'était compliqué de bien construire Evan Bourne, et il n'était pendant longtemps que le voltigeur de milieu de carte qui faisait se lever les fans avec ses prises aériennes. Du coup là on le voit soudainement devenir la moitié des champions par équipe, et c'est très cool parce qu'il va défendre les ceintures aux côtés de Kingston très régulièrement, notamment lors de Night of Champions, Hell in a Cell et Vengeance, et les deux catcheurs vont avoir un vrai règne qui faisait vraiment plaisir. Mais bon, en final, vous vous en doutez, si cette vidéo parle de l'échec de Evan Bourne à la WWE, tout ne va pas aussi bien se passer pour lui que jusqu'à maintenant. Après avoir défendu les titres par équipe lors de Vengeance contre Dolph Ziggler et Jack Swagger, Kingston et Bourne continuent de catcher à Raw et à SmackDown, mais soudainement, le 1er novembre 2011, une nouvelle tombe qui va venir gâcher la fête. Evan Bourne a été suspendu pour violation de la politique santé de la WWE. Alors cette politique, certainement que vous la connaissez, elle sert logiquement à veiller au bien-être des catcheurs, enfin peut-être juste au bien-être de l'image de la WWE, ça c'est à vous de voir, mais dans tous les cas, elle consiste en des tests réguliers pour des substances comme les antidouleurs et autres produits dopants non autorisés. Bon, il s'avère qu'en l'occurrence, à l'époque, le simple fait d'être testé positif à la marijuana justifiait une suspension de 30 jours, et c'est donc pour ça que Bourne a été suspendu à l'époque. Ah je sais, hein, c'est décevant, vous vous attendiez à une dinguerie, mais non, c'est vraiment pour ça que Bourne a manqué 30 jours de télé à l'époque. Mais bon, au final, tout va bien se passer, parce que même si la WWE appliquait ses règles à la lettre, ils avaient quand même encore espoir en Bourne, et celui-ci revient donc un mois plus tard, toujours champion avec Kofi Kingston, puisque l'entreprise décide de ne pas leur retirer les ceintures. On peut alors imaginer logiquement que tout va rentrer dans l'ordre pour Evan Bourne à ce moment-là, hein, mais malheureusement pas du tout. Après avoir conservé leur titre lors de TLC contre Primo et Epico, et avoir fait des apparitions du côté de Superstars, Air Boom perdent leur titre par équipe dans un house show complètement random, pour une raison à l'époque totalement inconnue. Vous vous en doutez, la WWE ne fait pas ça gratuitement pour s'amuser, hein, puisque 2 jours plus tard, la nouvelle tombe, Evan Bourne a de nouveau été suspendu pour les mêmes raisons, mais cette fois-ci pour un total de 60 jours. Ratant alors 2 mois d'action à ce moment-là, Bourne compte quand même revenir à la WWE et continuer son parcours en essayant cette fois-ci de pas être suspendu, mais en mars 2012, il est victime d'un assez grave accident de moto dans lequel il se brise le pied sévèrement, ce qui retardera encore son retour. Malheureusement, il ne reviendra qu'une fois pour un combat du côté de NXT en 2013 contre un certain Sami Zayn dans un match non télévisé, avant de finalement être licencié par la WWE. C'est donc après une carrière de seulement 5 ans entrecoupée de nombreuses absences pour blessures ou suspensions que l'homme qui avait un futur assez prometteur au moins en milieu de carte, et surtout qui impressionnait tous les fans avec ses mouvements de fou, s'est fait licencier de la WWE et n'est plus jamais revenu aux écrans de cette entreprise. Mais alors est-ce qu'on peut considérer la carrière de Evan Bourne comme un échec? Est-ce que comme il n'a pas réussi à la WWE, il n'a absolument aucun accomplissement et
il est juste tombé dans l'oubli. Eh bien non. Non, parce qu'en réalité, après son licenciement, Evan Bourne s'est bien repris. Il est simplement revenu sous le nom de Matt Sydal pour aller lutter dans diverses promotions, notamment de nouveau la ROH, mais également plusieurs autres promotions indépendantes à travers le monde, et depuis 2020, il est sous contrat avec la AEW où tout se passe à merveille pour lui. Durant son parcours à travers le monde, il remportera quelques titres, notamment des titres par équipe, mais il continuera surtout de faire rêver les fans avec ses mouvements impressionnants, et il reste une figure majeure du catch dans le monde. Certes, son passage à la WWE a été vu comme un immense échec, surtout comparé aux attentes qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais en réalité, on sait tous qu'un gars comme Evan Bourne ne serait jamais allé très loin parce qu'on sait très bien qu'il n'est pas le profil recherché par la WWE. Le fait est qu'Evan Bourne était ultra talentueux dans le ring, peut-être un peu trop juste au micro pour être mis en avant, mais en réalité, il avait surtout un style et un gabarit qui fonctionnaient très bien avec les fans et qui matchaient très bien avec le milieu de cartes, mais les officiels ne l'auraient jamais plus mis en avant parce que d'une part, il ne correspondait pas à leurs standards, et d'une autre, ses suspensions n'ont certainement pas aidé. Mais pour revenir rapidement sur le sujet du gabarit, parce que je sais qu'il va être mentionné, je trouve ça dommage qu'encore aujourd'hui, certains critiquent des décisions telles que celle de mettre Daniel Bryan ou Kofi Kingston en tant que champion du monde, seulement sous prétexte qu'il y a le terme poids lourd dans le titre, alors qu'on sait tous que c'est que du catch et que tous ces termes n'ont en réalité aucune importance. Mais bon, quoi qu'il arrive, Evan Bourne est aujourd'hui très heureux là où il est, et même s'il catch de moins en moins puisqu'il est âgé de 40 ans, il reste un excellent catcheur qui apparaît du côté de la ROH et de la AEW, surtout pour mettre d'autres catcheurs en avant, et il a malgré tout marqué la génération NT1 avec son style très impressionnant. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à me le dire dans les commentaires et à me partager vos souvenirs et votre avis sur Evan Bourne à l'époque, et n'oubliez pas non plus le petit like et l'abonnement pour me soutenir, et si vous voulez vraiment être les boss, n'hésitez pas à me rejoindre sur tous mes liens qui sont en description, que ce soit ma chaîne secondaire, ma chaîne Twitch ou mon lien affilié au lit pour vous régaler de boissons excellentes, et d'ici là je vous dis c'était Monsieur Hawkin et on se retrouve très vite pour d'autres histoires.